Alors, bonjour et bienvenue en enfer. On peut dire ça à propos de la période qu'on va aborder, qui est une des plus marquantes et traumatisantes de l'histoire du Québec. Je parle bien sûr de la crise économique des années 30 et la Seconde Guerre mondiale. Au fait, si aujourd'hui vous entendez surtout parler de la Seconde Guerre mondiale, dont on ne manque jamais les anniversaires, le débarquement, Hiroshima, etc., il demeure que dans la conscience québécoise, dans l'histoire du Québec, la crise économique des années 30 aurait autrement plus marqué la vie de vos grands-parents. De toute façon, on va voir les deux aujourd'hui. Donc, cette période charnière, marquée dans le premier temps par de grandes difficultés économiques, puis ensuite par un effort de guerre colossal consenti par les Québécois et les Canadiens, vous nous amenez à aborder 6 points. Le premier, une crise économique, en quoi ça consiste au juste. Donc, on va refaire nos classiques de la période de croissance, l'inflation, le krach boursier et la récession ensuite. L'impact politique de la crise, ça en général on le voit moins, c'est pourtant fascinant et très intéressant de voir comment les gens réagissent à ce climat de détresse et de pauvreté et se tournent tout à coup vers la politique, ce qu'ils n'avaient pas l'habitude de faire, et demandent désormais à leurs dirigeants de leur trouver des solutions. Ça va être notamment le cas de Maurice Duplessis, qui fonde en 1936 l'Union nationale, un parti promis à une grande fortune, et on va en profiter pour visionner un extrait de la fameuse série produite par Denis Arcand, Duplessis. Les femmes entrent dans l'histoire, c'est la façon par laquelle j'aborde la question féminine, notamment illustrée par la question du droit de vote obtenu en 1940. Cette fameuse question de la place des femmes fait encore débat, notamment parce que les enjeux féminins ont beaucoup évolué au cours de l'histoire. Et si le féminisme existe bien sûr toujours aujourd'hui, il était d'une toute autre nature vers 1940 et tourné vers de tout autres objectifs. On va ensuite voir le Québec engagé dans la Seconde Guerre mondiale. Peut-être l'avez-vous vu un peu trop vite au secondaire. On va essayer d'aborder ça, comment c'était vécu du point de vue des Québécois. Et enfin, un point intéressant, c'est sur la propagande. Jamais autant les Québécois n'auront été, comment je pourrais dire, je dis jamais autant, mais peut-être avec le COVID puis la propagande là à l'effet qu'il faut garder le confinement, etc. C'est analogue et il y a de grandes analogies effectivement entre la propagande pro-confinement aujourd'hui et la propagande en faveur de l'effort de guerre durant la Deuxième Guerre mondiale. Là-dessus, bon cours. Effectivement, une crise économique, le modèle est assez courant, là. Des crises économiques qui s'en produisent, on l'a vu au dernier cours, à peu près aux 25-30 ans, et ces crises-là sont conditionnées par le système capitaliste. Le système capitaliste, dans sa logique, bien sûr, il y a la notion de croissance. La croissance, c'est quelque chose qui est inhérent. Le capitaliste, par définition, cherche la croissance. La croissance, c'est littéralement d'augmenter la production afin d'augmenter les ventes afin d'augmenter les profits. Alors, cette logique de croissance, elle est incompatible avec la notion de stabilité. Alors, puisque le capitalisme carbure à la croissance, il doit donc viser une croissance modérée. Si cette croissance-là s'emballe, on assiste en général au prélude à une crise économique. Au départ, le symptôme d'une crise économique, c'est l'inflation. L'inflation, vous savez, c'est quoi? C'est simplement les prix qui augmentent. Mais pourquoi augmentent-ils? En règle générale, c'est parce que voyant que les consommateurs sont prêts à acheter, les entreprises augmentent leurs prix. Ils augmentent leurs prix, amenant les consommateurs à emprunter. La notion indissociable de l'inflation, c'est le crédit, l'accès au crédit, le prêt personnel, par exemple, pour acheter une voiture ou une maison, mais aussi le crédit consenti aux entreprises pour qu'elles augmentent leur capacité de production. Bref, le crédit consiste à shooter, à injecter de l'argent dans le système. Plus on injecte d'argent dans le système, plus on a la tentation d'augmenter les prix. Et plus les prix augmentent, plus les gens s'endettent, puis les entreprises s'endettent pour acheter des produits. Cette tendance-là, elle est le prélude à toutes les crises économiques. On appelle ça la surchauffe de l'économie ou une crise inflationniste. Au départ, personne ne le voit parce qu'on consomme comme jamais. Mais un jour, là où ça se fait sentir, c'est très généralement au niveau boursier. Que fait la bourse? La bourse évalue la valeur des entreprises en fonction de leurs résultats financiers. Alors, lorsque les entreprises affichent de plus en plus un endettement important, du fait qu'elles souffrent de l'inflation et augmentent elles-mêmes leurs prix, le courtier en bourse se dit, attends un peu, cette entreprise-là est peut-être surévaluée. Surévaluée, c'est-à-dire que sa valeur en bourse est trop grande par rapport à l'endettement que cette entreprise-là a engendré. Conséquemment,
on assiste à un moment donné à une perte de confiance en les entreprises. Là, la valeur des actions commence à baisser. Là, on voit si quelqu'un les rachète, personne ne les rachète, alors les prix continuent à baisser. Et là, on voit que l'entreprise elle-même, par exemple IBM ou Apple, ne rachète pas ses propres actions pour maintenir sa valeur boursière. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas d'argent. Alors là, les gens sont pris de panique. La panique, c'est lorsque même les entreprises n'arrivent plus à soutenir leurs titres en bourse. Alors là, il n'y a plus d'acheteurs. Là, les titres se mettent à tomber en chute libre. En chute libre, la bourse de New York et puis tard celle de Montréal vont perdre jusqu'à 60% de leur valeur en quelques mois. C'est l'effondrement. A priori, la bourse n'est qu'un indicateur. Sauf que lorsque la valeur des entreprises baisse, la confiance baisse, les banques ne prêtent plus. Et si les banques ont beaucoup prêté, elles vont eux-mêmes en souffrir. Alors, c'est la récession qui s'engage. Les entreprises font bientôt faillite puisqu'elles n'arrivent plus à à payer leurs dettes. Et lorsque les entreprises ne peuvent plus payer leurs dettes, on atteint un niveau, notamment aux États-Unis, où les banques elles-mêmes font faillite. Les banques faisant faillite, c'est tout le crédit, la chaîne du crédit qui s'effondre. Les entreprises, même les entreprises en santé, sont obligées de fermer. Et lorsque les entreprises ferment, ça provoque du chômage. Et lorsque le chômage s'étend, ça baisse la consommation. Et lorsque la consommation baisse, ça baisse les profits et donc la production. Et les entreprises ferment. Ce cycle de récession dure généralement de 2 à 3 ans. Mais là, dans le cas de la crise des années 30, il va s'étendre sur 10 ans. 10 ans, la pire crise de l'histoire du capitalisme va s'étendre à la grandeur de l'Occident, d'abord aux États-Unis, puis au Canada, bientôt en Europe et au reste du monde. Et on peut dire qu'il n'y a pas d'endroit dans le monde qui va être davantage touché que le Canada. Le Canada et le Québec vont être particulièrement touchés par la crise parce que non seulement ils sont juste à côté des États-Unis, mais en plus ils dépendent beaucoup des achats des Américains. Là, on pense à l'achat des ressources naturelles, le bois, les produits miniers, les produits agricoles, et aujourd'hui le pétrole. Donc, le Canada souffre énormément de cette crise-là. Il y a des facteurs accidentels ici aussi, tels que la sécheresse dans l'Ouest, etc., qui vont faire que la crise ne touchera peut-être pas davantage de pays que le Canada. Cette crise-là, elle disparaît avec le début de la Deuxième Guerre mondiale lorsque le gouvernement fédéral devient un super consommateur, se met à acheter tout ce qui bouge, relançant du coup l'emploi dans les usines, dans les fermes, partout dans les fabriques, mais aussi bien sûr du fait qu'il mobilise 1 million d'hommes qui vont aller se battre en Europe notamment et qui vont annihiler le chômage du jour au lendemain. Le cycle de croissance reprend donc et il va se poursuivre après 1945. Les pires chiffres en ce qui a trait à la crise économique sont généralement les 3 premières années. Et lorsque vous voyez des chiffres terribles sur le chômage, les problèmes de logement, d'alimentation, c'est généralement entre 1930 et 1933. Durant ces 3 années-là, on voit les conséquences d'une énorme sécheresse dans l'Ouest qui va assécher le sol, nettoyant, lessivant le sol, emporté dans ce qu'on appelle le Dust Belt, la ceinture de poussière, faisant en sorte que des dizaines de milliers d'agriculteurs sont ruinés. L'Alberta et la Saskatchewan sont touchés de plein fouet. Et imaginez, là, c'est plein d'Albertains, de Edmonton, de Calgary qui sont forcés de prendre le train pour s'en aller vers l'Est, vers Montréal, où ils pensent trouver un emploi. Alors, pendant les années 30, les Albertains et les Saskatchewanais en particulier, ainsi que les Manitobains, cherchent désespérément un emploi à Montréal. Ce qui fait en sorte que Montréal, qui est elle-même touchée par le chômage, va avoir en plus à subir l'afflux des gens de l'Ouest. Le chômage, donc, explose. Le chômage qui n'existait littéralement pas à Montréal en 1929 à 3%, bondit à 25% en 1933. 25%, c'est le triple de ce qu'il est aujourd'hui en 2021. Là. Mais en plus de ça, il faut savoir qu'il n'y a aucune prestation d'assurance chômage, aucune prestation d'aide sociale. Donc, ces gens-là se retrouvent littéralement sans aucune source de revenus. On le sait, le produit national brut, donc l'activité économique entre ces 2 années-là, s'écroule de 42%. Ça veut dire que près de la moitié de l'activité économique est interrompue. On ne retrouve d'air que les activités vitales telles que l'alimentation, le vêtement et encore. Bref, l'économie se retrouve complètement à l'arrêt. On peut comparer ça aujourd'hui avec la pandémie, mais là où il y a des apports, des allocations versées par le gouvernement fédéral, il faut imaginer maintenant qu'il n'y a rien du tout qui est versé aux gens qui se retrouvent tout à coup sans ressources. De la même manière, le commerce extérieur, c'est-à-dire pour l'essentiel des exportations, c'est le secteur le plus touché, 57% de baisse.
Donc, c'est vraiment l'élément clé. Le Canada et le Québec étant des États exportateurs, la crise s'étendant à la surface du monde, les produits canadiens ne sont plus exportés. Les autres pays, décidant de fermer leurs frontières, s'abritant derrière des frontières douanières, des tarifs douaniers, afin de protéger leur production intérieure. Les pays les plus touchés sont nécessairement les pays exportateurs, dont le nôtre. Par ailleurs, les sommes versées en salaire, c'est-à-dire que soit ce sont des baisses de salaire, soit ce sont carrément des salaires qui ne sont plus versés à cause du chômage. Dans tous les cas, c'est 40% de moins d'argent d'injecter dans l'économie, 40% moins d'achats dans les magasins, dans les épiceries, payés en loyer, etc., etc. Bref, on retourne pratiquement à l'âge pré-capitaliste, tellement l'argent disparaît dans les villes et les campagnes. Il y a donc notamment un arrêt complet de la construction. Montréal, en particulier, qui bâtissait de manière frénétique avant la crise, interrompt brutalement les chantiers, mais les bâtiments sont laissés carrément à l'abandon. Les tours restent sur place, les pelles mécaniques restent dans leurs trous. Montréal reste un chantier inachevé. Et c'est dans les circonstances, les gens qui continuent à arriver à Montréal et les gens qui n'avaient pas encore de logement doivent trouver un endroit pour y vivre. Alors, si bien que l'élément le plus spectaculaire de la crise, notamment à Montréal, c'est très certainement les bidonvilles, les gens qui s'installent au coin des rues, sur des terrains vagues, on monte des tentes, on installe avec des tôles, des cartons, des maisons de fortune. Ça peut vous faire sourire parce qu'on voit ça parfois à Montréal l'été. Mais maintenant, il faut imaginer 12 mois par année pendant près de 10 ans que l'on grandit, que l'on vit dans des maisons non isolées, en fait des maisons littéralement des cabanes, installées notamment sur la décharge publique à Pointe-Saint-Charles, à Longueuil, au pied du pont Jacques-Cartier, un peu partout à Montréal, des abris de fortune pour les gens qui auraient peut-être un peu d'argent, mais qui n'ont certainement pas les moyens de payer les loyers qu'on demande à l'époque, étant donné la crise du logement. Disons enfin qu'il n'y a aucune aide des gouvernements. On est à l'époque, non seulement les gouvernements ne se sentent pas concernés, on l'a vu, là, la politique passe bien au-dessus de la tête des gens. Et en plus de ça, il y a un scrupule moral. On ne doit pas, selon les valeurs de l'époque, payer quelqu'un à ne rien faire. Alors, si on ne verse pas d'allocation pour les chômeurs, on essaie quand même, tant bien que mal, le plus clair du temps, de mener des entreprises de travaux publics. Alors, ces travaux publics-là sont intéressants. On va notamment construire à cette époque le Jardin botanique de Montréal, au Parc Maisonneuve. On va aménager des installations pas toujours utiles, là, comme nettoyer des parcs, planter des arbres. On va aussi construire des toilettes publiques et bâtir quelques routes. Tout ça afin de désespérément au moins occuper ceux qui n'ont pas d'emploi. Alors, très tôt, la crise frappe et ce sont les hommes là qu'on vise à aider. Alors, voici une file devant un bureau de la Ville de Montréal. Il y a un emploi qui est affiché et voici la file de ceux qui attendent dès 6 heures le matin pour obtenir cet emploi. On a ici, ça c'est carrément pour obtenir un emploi, notamment sur la Côte-Nord, où on propose d'exporter les chômeurs. On craint qu'à Montréal, le chômage des hommes en particulier provoque des désordres sociaux, des manifs, des émeutes. Alors, on propose de les envoyer dans des camps de travail à l'extérieur de Montréal. Ici, c'est la file pour la soupe populaire, où on propose aux hommes, à tout le moins, un petit peu de bouffe qu'ils peuvent rapporter à la maison. Ici, la file au refuge Merling à Montréal. Ici, un refuge pour travailleurs dans une usine fermée. On installe des camps de fortune pour les hommes qui viennent notamment des autres provinces qui cherchent des emplois à Montréal. Encore une fois, regardez que chaque lit est occupé par des gens qui n'ont pas de travail, qui quittent leur famille à la campagne ou en ville et qui cherchent un emploi désespérément. Vous l'avez, bon, ça c'est l'installation sanitaire au refuge Merling à Montréal, des douches cordées, que de l'eau froide pour ceux au moins qui veulent se laver, notamment ceux qui vivent dans les rues et qui n'ont pas accès à l'eau courante. Un fait terrible, mais quand on le place en contexte, on comprend les fameux orphelins de Duplessis dont vous avez sûrement entendu parler. Parce que s'il y a une population qui est bien vulnérable à ce moment-là, c'est bien les orphelins. Les enfants abandonnés ou les enfants dont les parents sont morts doivent être en principe placés dans des familles d'accueil. Mais au Québec, les institutions religieuses notamment souhaitent absolument garder la haute main sur les enfants abandonnés. Alors on les place, croyez-le ou non, dans des instituts psychiatriques. C'est là qu'on trouve de la place et si bien que les enfants sains d'esprit
qui vont être élevés entièrement dans des hôpitaux psychiatriques au milieu des déficients mentaux, ce qui va provoquer un drame humain épouvantable. Imaginez les conditions qui sont réservées à ces enfants-là. Peu importe, ça va être de recours en recours. Ce n'est que dans les années 1980 qu'ils vont obtenir justice et encore. On entreprend cependant des travaux publics. Un des plus célèbres va être la construction en dessous du Mont-Royal d'un tunnel. Si, il y a bel et bien un tunnel en dessous du Mont-Royal qui relie à l'époque la gare centrale de Montréal avec la gare Jean Talon au nord. Donc, un tunnel ferroviaire qui existe toujours, qui est toujours en fonction, qui a été construit par des chômeurs durant la crise. On le voit ici, tel qu'il sort à Ville-Mont-Royal. On va aussi construire, c'est sympa, des toilettes publiques. Et oui, dans les parcs de Montréal, on va construire ce qu'on appelle des Vespasiennes. Et vu que le maire de Montréal, qui en est l'instigateur, s'appelle Camillien Houde, on va appeler ça des Camilliennes. Vous voyez encore de ces toilettes publiques. Je pense en partie, il y en a une au Carré Saint-Louis, juste au nord du Cégep du Montréal. Il y en a une aussi au Parc La Fontaine. Il y en a encore quelques-unes, mais durant la crise, il y en avait plus d'une trentaine réparties dans les lieux publics pour permettre aux gens, encore une fois, qui vivaient dans la rue d'avoir accès à de l'eau courante, notamment à des toilettes. Hello. Alors, au moment d'aborder l'impact politique de la crise au Québec, il faut d'abord prendre un peu de recul historique. Et il faut considérer que depuis 1900, le Québec s'est considérablement alphabétisé. Les écoles de rang font en sorte que désormais, la plupart des Québécois se rendent jusqu'à la 3e année du primaire. C'est suffisant pour lire par ailleurs les journaux, le très grand nombre de journaux qui sont désormais à leur disposition. On appelle la presse grand public, là, les nouveaux journaux d'abord destinés aux classes populaires, aux ouvriers. On pense à des journaux que vous connaissez encore comme La Presse, Le Soleil, ou également La Patrie, le journal Le Montréal Matin. Ces journaux-là n'existaient pas auparavant. Ils sont désormais couverts de photos, de gros titres et mis sur des scandales, parlent de sport. Et donc, s'adresse de plus en plus à cette clientèle ouvrière. On leur propose également des caricatures politiques. Alors, ces journaux-là véhiculent encore des opinions politiques et c'est là qu'une critique sociale peut prendre place. Avec la crise, tout cela s'accélère. C'est-à-dire que jusque-là, la politique s'occupait peu des ouvriers et les ouvriers s'occupaient peu de la politique. La preuve, on l'a vu, les partis restent longtemps au pouvoir, se disputent, ils pratiquent le patronage, cherchent surtout le financement par l'entreprise privée et gagnent leurs élections surtout à coup de patronage et de corruption électorale. Mais avec la crise, tout ça change. Le chômage, la détresse, la misère, la crise du logement, tous ces phénomènes-là font en sorte que les gens ressentent tout à coup une grande colère. Cette colère-là, ils la tournent tout naturellement vers les politiciens. Mais au fait, que faites-vous pour nous? Parce qu'effectivement, depuis le début de la crise, les partis au pouvoir sont plutôt passifs, ne comprennent pas la situation et au mieux disent aux gens, patientez, la crise va passer et la prospérité va revenir. Elle ne revient pas. On va donc développer une première forme de conscience politique au Québec. Cette conscience-là, elle vise directement les partis politiques en leur demandant, mais faites des choses pour nous, sinon on va aller voir ailleurs. Et cet ailleurs-là, ça va être le développement de partis politiques plus radicaux, plus extrêmes, qui vont occuper la période de la crise. Jamais dans l'histoire du Québec, on aura assisté à une telle diversité de partis politiques, autant à l'extrême gauche communiste qu'à l'extrême droite fasciste. Ces partis-là vont donc innover en matière politique. On assiste à l'essor de journaux, de mouvements politiques, d'associations qui visent toutes à mettre de l'avant leurs solutions à la crise. Cette caricature-là, d'ailleurs, typique de l'époque, représente le premier ministre du Canada, William Bennett, en train de donner très peu aux ouvriers et beaucoup aux capitalistes. Ça nourrit, ce genre de caricature-là, nourrit une forme d'amertume, de colère et surtout donne naissance à ce qu'on appelle aujourd'hui la conscience politique, la conscience qu'il y a des responsables à la crise. On se résume, on constate d'abord que la crise provoque un rejet des vieux partis. Ce qu'on appelle les vieux partis, c'est-à-dire le vieux parti libéral qui est au pouvoir à l'époque depuis 40 ans et le vieux parti conservateur qui avait fait naître la Confédération et qui avait pris le pouvoir ensuite pendant 30 ans. Ces deux partis-là sont également présentés comme corrompus, ce qui n'est pas faux, mais surtout incapables de proposer des nouvelles solutions à la crise que traverse la population. Tout naturellement, on va donc développer des solutions extrêmes. La conscience politique étant ce qu'elle est, les gens cherchent un message fort, clair, radical à leurs problèmes. Ils vont donc se tourner vers la gauche, autant communiste, socialiste. On a à l'époque un grand modèle, c'est le modèle de l'Union soviétique qui, autour de Lénine puis de Staline,
tente de se présenter comme le paradis des ouvriers. Elle a aussi beaucoup d'émules en Allemagne à l'époque, ou même en France, où le parti, le Front populaire de Léon Blum, remporte les élections en 1936. À la même époque, d'autres pays comme l'Italie, l'Espagne et surtout l'Allemagne développent des solutions autour du fascisme, c'est-à-dire un nationalisme très très fort visant à fermer les frontières et à protéger la population racialement discriminée. On va assister notamment en Allemagne à un essor important des infrastructures. Adolf Hitler se présente comme celui qui offre une véritable alternative entre le capitalisme et le communisme. Sans être très populaire au Québec, de telles idéologies sont présentes chez nous et se traduisent par l'essor de groupuscules de droite et d'extrême droite, notamment un petit parti d'allégeance nazie. Bien sûr, comme dans toute situation extrême, on cherche un coupable, on cherche un bouc émissaire, celui dont c'est la faute, celui qui aurait profité de la crise. À qui profite la crise, dit-on? Alors, par conséquent, selon l'idéologie que vous partagez, vous allez chercher plutôt les capitalistes si vous êtes de gauche. C'est le capitalisme, le grand capital, Wall Street, qui s'enrichit aux dépens des ouvriers et des ouvrières. De la même manière, si vous êtes nationaliste, on pointe surtout les anglophones, les anglo-saxons, les protestants, comme étant à l'origine de la crise dans laquelle est plongé, dit-elle, le Canada français. En revanche, si vous êtes carrément raciste ou fasciste, on pointe une nouvelle population qui était peu présente au Québec avant 1930, mais qui apparaît de plus en plus dans les quartiers ouvriers de Montréal, à Pointe-Saint-Charles, à Saint-Henri, à Verdun, où les Juifs, notamment des Juifs originaires d'Europe de l'Est, des Ashkénazes originaires d'Allemagne, de Pologne, de Russie, s'installent à Montréal, bousculent la monotonie ethnique de Montréal et provoquent une réaction assez forte dans certains quartiers. La haine envers les Juifs est un phénomène très récent, momentané dans l'histoire du Québec et surtout localisé à certains quartiers de Montréal. Finalement, tout naturellement, comme aujourd'hui, les situations extrêmes commandent la recherche d'un sauveur, celui ou celle qui va incarner le retour à l'ordre. On pense aux États-Unis à Donald Trump ou en Russie à Poutine. Durant l'époque de misère, durant la crise, c'est encore plus fort cette recherche de celui qui va être celui qui va sauver le Canada français, qui va nous protéger de l'influence délétère du capitalisme et qui va, en misant sur nos forces et nos traditions, faire renaître le patriotisme québécois. On a appelé corporatisme cette quête-là d'un système proprement québécois, sans qui n'est pas souverainiste, là, mais qui vise d'abord et avant tout à trouver encore une fois, ce qui est très populaire à l'époque, une voie entre le capitalisme sauvage et le communisme antichrétien, disait-on. Bien sûr, certains vont prétendre là, trouver ce chef-là à l'époque autour d'un gars comme Lionel Groulx, mais nul autre que Maurice Duplessis va comprendre mieux que quiconque l'intérêt à se présenter comme le sauveur qui sort de nulle part, qui pense non pas en termes de parti ou d'ambition personnelle, mais en termes du bien de la patrie, disait-il. Il va d'ailleurs en profiter pour se hisser une première fois au pouvoir en 1936. Alors, cette infographie-là que vous avez dans le cahier, je me suis un peu laissé aller, mais elle présente bien comment la scène politique est transformée par la crise et la guerre. Vous voyez donc les deux partis qui cohabitent au moment de la crise, là, le Parti libéral au pouvoir depuis 40 ans et le vieux Parti conservateur qui avait fait la Confédération. Ces deux partis-là s'échangeaient le pouvoir tranquillement depuis presque 80 ans, quand surgit tout à coup la crise. Et la crise va profondément marquer la politique. Et on explore de nouveaux concepts, là, naissent à l'époque des idéologies comme le corporatisme, les syndicats ouvriers, le nazisme, le fascisme, le communisme d'un bord, le corporatisme de l'autre. De nouveaux partis naissent, notamment dans l'Ouest, comme le Crédit social, le NPD. Tout ça fait en sorte que la scène politique québécoise est transformée. Arrive ensuite la Seconde Guerre mondiale, le débat sur la conscription, le nationalisme québécois, la France collaboratrice, tout ça aussi divise les Québécois et amène de nouveaux axes politiques. Tout compte fait, en 1945, avec le retour à la prospérité, on tourne la page sur cette période turbulente et on revient au Québec au bipartisme. Mais il est désormais transformé. Le Parti libéral du Québec existe toujours, mais il est désormais plus nationaliste et plus à gauche. Quant au Parti d'Union nationale, il a transformé le Parti conservateur en un parti plus nationaliste autour de son chef charismatique, Maurice Duplessis.
Nouveau Parti libéral et Union nationale vont ensuite dominer la scène politique, pratiquement jusque dans les années 1970, où tout à coup émerge un nouveau joueur, là, dont on va bien sûr reparler, le Parti québécois. De manière plus sobre, voici ce que vous pourriez prendre dans vos notes. En 1930, deux partis s'échangent le pouvoir toujours, le vieux Parti libéral et le vieux Parti conservateur. La crise fait éclater ces tendances-là entre l'extrême gauche et l'extrême droite. Chez le Parti libéral, on va retrouver désormais des éléments qui adhèrent au Parti communiste du Canada, un parti aligné sur Moscou, c'est-à-dire sur la gauche internationale, et qui est créé en 1921. Pas très populaire au Québec, il l'est surtout au sein des communautés anglophones et en particulier les Juifs à Montréal. Mais il va quand même faire certaines percées dans les syndicats. Le CCF, qu'on appelle aujourd'hui le NPD, là, le NPD de Jamet Singh, est un parti de gauche socialiste qui naît dans l'Ouest et qui se répand au Québec, où il va quand même rencontrer l'appui de certains intellectuels de gauche, notamment Paul Clich, quand les premiers chefs québécois. Et c'est aussi un parti qui va avoir, le premier parti à nommer une femme à sa tête, Claire Casgrain, dans les années 1960. Mais en attendant, il est un parti assez marginal au Québec. Le Parti libéral survit à la crise, il se faufile, mais il doit se transformer et traverser une période particulièrement difficile, notamment au lendemain de l'effondrement du régime de Louis-Alexandre Taschereau, qui est profondément corrompu. Là, c'est un peu comme la difficulté que le Parti libéral du Québec actuel a de la difficulté à se détacher de l'héritage de Jean Charest, par exemple. Alors, par ailleurs, le Parti libéral est dépassé sur sa droite. On assiste à la naissance d'un nouveau parti politique dont on va reparler, l'Action libérale nationale, un parti issu des libéraux, mais plus nationaliste, plus corporatiste aussi, qui souhaite bien sûr maintenir le libéralisme, la laïcité, la liberté de l'entreprise, mais qui en revanche veut renforcer le rôle de l'État dans la société québécoise, notamment en menant des nationalisations de l'électricité notamment, afin que les Québécois soient davantage maîtres chez eux et puissent en somme mener leur propre développement et sortir de la crise. D'un côté, le Parti conservateur, lui aussi, éclate en mille morceaux. On va assister à l'essor d'un parti, d'une union nationale. Maurice Duplessis était l'ancien chef du Parti conservateur, mais comme il voit que son nom est discrédité, Parti conservateur au Québec, ça rappelle la conscription de 1917, le Parti conservateur, c'est le Parti des anglophones, il décide de changer de nom afin davantage de présenter comme un parti renouvelé. Il va choisir le nom d'Union nationale, très bien choisi, parce qu'il en profite pour aller chercher des membres de l'Action libérale nationale, avec qui il fonde un nouveau parti. L'Union nationale, à la fois bleue et rouge, peut ainsi se prétendre comme un parti d'unité de toute la nation, afin de sortir le peuple québécois de la crise. Il va cependant y avoir à sa droite un mouvement plus dur, plus autoritaire, d'obédience corporative, qui vise carrément à ce que l'État prenne le contrôle de l'économie, un peu comme qu'est-ce qu'on rencontre à l'époque en Espagne ou au Portugal et marginalement en Italie. Et enfin, à l'extrême droite, une branche marginale, mais très visible et très bruyante surtout, le Parti national social chrétien, le PNSC, un parti d'obédience fasciste, ouvertement raciste, qui prône une forme de système autoritaire prenant exemple sur l'Allemagne. Tout compte fait, après la crise, tout ça rentre dans l'ordre. Le bipartisme, c'est-à-dire deux partis qui s'échangent le pouvoir, redevient la norme après la crise et la guerre, et le Parti libéral, désormais transformé, et l'Union nationale vont dominer la scène politique québécoise jusqu'en 1970. Quelques mots à propos de ce parti très étrange, un parti fasciste, raciste au Québec, dirigé par Adrien Arcan, qui est un journaliste d'origine beauceronne, brillant, astucieux, très bon propagandiste politique, qui fonde de grands nombres de journaux très accessibles, qui misent beaucoup sur l'humour, les caricatures cinglantes et surtout un discours ouvertement raciste. Il va fonder des clubs ou des groupuscules politiques réunis autour d'un parti, le Parti national social chrétien, qui prône le Canada aux Canadiens. C'est étrange parce qu'il y a à la fois beaucoup d'anglophones et de francophones là-dedans. Grosso modo, on s'entend pour rejeter tout ce qui n'est pas d'origine blanche.
Alors, ce parti marginal va miser sur des gros meetings politiques. Là. Parfois, on réunit des centaines de personnes, et oui, tous habillés en uniforme là, pour faire la mode fasciste de l'époque. Ici, au Monument national, au coin de René Lévesque et de Saint-Laurent, se réunit le parti fasciste. Vous avez Adrien Arcan ici, son épouse qui est là, son lieutenant Georges Farah, pardon, son lieutenant William Henry Scott et ses sympathisants, qui sont surtout issus des couches très populaires, des quartiers ouvriers de Pointe-Saint-Charles, de Verdun, de Faubourg-Amelas, où on retrouve aussi d'ailleurs beaucoup de membres de la communauté juive qui bousculent la vie dans ces quartiers, parce que Canadiens français et Juifs, à l'époque, partagent les mêmes quartiers populaires, et si bien qu'ils sont un peu concurrents dans les mêmes sphères, les petites boutiques, les petits magasins. Et la communauté canadienne française, du moins dans ces quartiers, ressent la présence juive comme une menace. Intéressant, je ne sais pas si vous arrivez à voir, dans le fin fond à droite, le journaliste Jean-François Nadeau a découvert qu'il y avait un curieux personnage qui était présent sur cette photo. C'est, je ne sais pas si vous reconnaissez, Louis-Ferdinand Céline, peut-être un des plus grands auteurs de la langue française au 20e siècle, auteur célèbre de Voyage au bout de la nuit, mais qui est accessoirement un fasciste et un antisémite forcené, et qui va faire le voyage de Paris à Montréal pour rencontrer le leader Maximus, qu'on appelait à l'époque Adrien Arcan, le chef des fascistes québécois, et qui va assister à quelques assemblées du Parti national social-chrétien. Cette communauté juive-là, elle devient importante à la veille de la crise. Elle connaît une brusque augmentation aux premières décennies du 20e siècle. Elle passe de 7 000 à 60 000 personnes, ce qui est quand même considérable, presque tous à Montréal. Montréal est à ce point une communauté juive importante que c'est la plus grande ville juive d'Amérique. Il y a à l'époque plus de juifs à Montréal qu'il y en a à New York, c'est vous dire. En tout cas, ils arrivent surtout d'Allemagne et de Pologne. Ces juifs ashkénazes parlent une langue qu'on appelle le yiddish, et leur contribution à la culture québécoise est immense. On ne peut pas ainsi penser à Montréal sans penser à la part des fameux Saint-Viateur Bagel. J'ai une amie qui habite aujourd'hui au Winnipeg et elle vient une fois par année à Montréal elle ne repart jamais sans 3 gros sacs de bagels. Parce que, me dit-elle, il n'y en a pas à Winnipeg, il n'y en a pas ailleurs au Canada des aussi bons bagels que ceux qu'on fait sur la rue Saint-Viateur ou sur la rue Saint-Laurent. Vous savez, ces petits pains avec des graines de pavot dessus. Donc, c'est un apport de la communauté juive et qui est d'aujourd'hui indissociable de la culture montréalaise. On pense aussi à ces fameux sandwichs là, de viande cachère, là, les fameux smoked meat, vendus dans plusieurs délicatessen et boutiques à Montréal, en particulier chez Schwartz sur la rue Saint-Laurent, qui est devenu un incontournable touristique. Il est aussi donc indissociable de l'image de Montréal, qui est aussi un apport de la communauté ashkénaze à Montréal. Vous l'avez également autour de certaines figures emblématiques, Mordecai Richler, qui a eu ses heures sombres, mais qui demeure un des grands auteurs canadiens-anglais, un des plus célèbres, et dont toute la vie se déroule à Montréal. Et la plupart des romans se déroulent sur la rue Saint-Urbain, dans Island, etc. De la même manière, je ne peux pas passer à côté de Leonard Cohen, l'immense chansonnier, poète, dont toute l'œuvre est baignée de l'ambiance montréalaise durant les années 40 et 50 dans le Myland à Montréal. Donc, un ami américain me confiait d'ailleurs que l'influence de Cohen est à ce point qu'on peut considérer que parmi les chansonniers américains, il y a Bob Dylan qui est ici et juste derrière Leonard Cohen. C'est vous dire combien ce Montréalais fut un grand ambassadeur de la culture québécoise et qui est aussi issu de la communauté juive. Une caricature très intéressante qui traduit parfaitement le climat politique durant la crise économique. Vous avez toujours à gauche là, le peuple qui marche dans la neige, miséreux, etc., pour illustrer donc ceux qui sont les victimes de la crise, ceux qui en paient le prix, ceux qui sont sacrifiés. Sacrifiés par qui? Selon que vous êtes de gauche ou de droite. Si vous êtes de gauche, on va plutôt présenter ici des gros capitalistes, vous savez, avec la bédaine puis le gros cigare qui comptent l'argent des ouvriers et des ouvrières. Si vous êtes nationaliste, on va plutôt représenter ici des méchants anglophones avec des grosses favoris, là, puis qui profitent de l'argent des Canadiens français. Si vous êtes antisémite, on présente généralement ici, ou fasciste, vous allez présenter des Juifs. Alors, les Juifs ici sont très intéressants, toujours présentés avec un nez globuleux, des yeux vitreux, qui mettent leurs mains impures dans l'argent
du peuple qui travaille pour eux et qui est la victime de la crise. Quelques mots, que se disent-ils? Ils disent, ah, regardez passer ces quêteux. Ils sont venus pendant des années nous porter leur argent. Nous les tenons encore pour des années. Et aujourd'hui, ils se têtent les pouces. Nous sommes arrivés ici des quêteux et nous voilà maîtres de la finance et de l'industrie et du commerce. À nous l'argent des manufactures, à nous les magasins, à nous l'argent des canaillers. Bref, on voit très bien comment la crise, les partis politiques simplifient les enjeux afin d'aller chercher l'appui de la population en mettant de l'avant des solutions extrêmes à une situation qui était, il faut dire, extrême. Ben, le sauveur, Maurice Duplessis va un temps incarner cette idée-là que entre les libéraux passifs et les conservateurs réactionnaires, il peut incarner le renouveau, le changement et proposer des véritables changements qui mettraient fin à la crise. Alors qu'aux États-Unis, on va se tourner vers un gars qui s'appelle Franklin Roosevelt, qu'au Canada anglais, ça va être William Lyon Mackenzie. Le Québec va choisir Maurice Duplessis en 1936. Mais le chemin suivi par Duplessis n'est pas simple. Et il va devoir mettre fin, c'est quand même important, à 40 ans de règne libéral. Un parti libéral particulièrement puissant, bien financé, bien organisé. Il va donc devoir déployer des efforts inouïs afin de remporter les fameuses élections. C'est là-dessus qu'on va se pencher, notamment en visionnant un épisode de la série Duplessis de Denis Arcand. Je vous y prépare. Ce que l'épisode 2 que vous allez voir met en scène, c'est le contexte de l'élection du 17 août 1936. À ce moment-là, je vous rappelle, les libéraux sont toujours au pouvoir, mais viennent de déclencher des élections parce que on a découvert un tel nombre de scandales et de corruption au sein de ce parti qu'il n'a pas le choix que de retourner aux urnes. Maurice Duplessis sait qu'il a la chance de prendre le pouvoir. En revanche, il lui faut un véhicule emballant pour la population. Il va donc, pour faire face à ce parti libéral, il va proposer, comme en 1935, une alliance. Cette alliance-là, en 1935, elle avait vu s'allier deux partis. Le Parti conservateur, que dirigeait Maurice Duplessis, et l'Action libérale nationale, dont je vous ai parlé, autour d'un nouveau nom qui s'appellerait Union nationale. Qu'est-ce que c'est, cette coalition-là? Bien, c'est ce qu'on a longtemps parlé. Vous vous souvenez, lors des élections, on parlait d'une coalition du Parti québécois avec Québec solidaire. Ça aurait pu prendre cette forme-là. Une forme où deux partis demeurent indépendants, mais où ils s'entendent pour ne pas rivaliser dans les mêmes comtés. C'est ce qu'avaient fait l'Action libérale nationale et les conservateurs. Il va en être question dans la vidéo. La scène que vous allez voir se déroule entièrement durant une seule journée, celle du 17 juin 1936, lors d'une réunion des membres de l'opposition pour décider de la stratégie lors des élections du 17 août. Cette réunion-là, très intéressante, auquel prennent part à la fois des conservateurs et des membres de l'Alliance libérale nationale, vise à voir de quel type d'entente on devrait établir afin de remporter la victoire contre le puissant Parti libéral. Les acteurs. Vous avez d'une part Maurice Duplessis, qui est chef du Parti conservateur. Vous allez aussi voir Paul Gouin. Paul Gouin, c'est le fils de l'ancien premier ministre du Québec, Laumer Gouin, un homme très distingué, très moral, qui souhaite bien et bien le bien de la population, mais qui n'a pas un grand flair politique. Chef de l'Action libérale nationale, il rencontre donc Duplessis pour voir quel type d'entente on pourrait nouer entre les deux partis. Il y a aussi le docteur Philippe Hamel. Philippe Hamel est très connu dans les années 1930 parce qu'il s'est fait le porte-étendard de la nationalisation de l'électricité. Il souhaite que les Québécois puissent contrôler leur levier économique et il est prêt à entendre ce que Maurice Duplessis a à lui offrir. Oscar Drouin est un médecin de Lotbinière, ambitieux, peu fortuné, mais qui sent qui est appelé par le pouvoir et qui va se montrer sensible aux offres de Maurice Duplessis. Frédéric Monk est un vieux libéral anglophone, membre du Parti libéral depuis très longtemps, fidèle à la tradition libérale et surtout antinationaliste québécois. C'est pour ça qu'il se méfie en particulier de Maurice Duplessis. Vous allez aussi entendre Johnny Bourque, qui est un membre de l'Alliance libérale nationale, mais qui, lui, va se convertir à l'idéologie de Duplessis, au point que Johnny Bourque va bientôt devenir le bras droit de Maurice Duplessis. Enfin, vous allez entendre Antonio Elie, qui est un modeste député des cantons de l'Est et qui va devenir le futur ministre de l'Agriculture au sein du gouvernement de Duplessis.
Ces personnages-là discutent, débattent. Et ce qui va être intéressant de suivre, c'est quel chemin politique va employer Maurice Duplessis afin de convaincre certains d'entre eux d'embarquer avec lui et de lui faire confiance pour mener la barque de l'opposition durant les élections de août 1936. Vous allez donc visionner les 34 premières minutes du vidéo. C'est la partie la plus dense et quand même beaucoup d'informations. Et puis, bon nombre parmi vous qui n'avaient pas beaucoup de culture politique allaient peut-être vous sentir dérouté. J'ai essayé de vous donner les éléments de base. Ils demeurent. Une fois que vous allez accéder à la vidéo, moi, je vous conseille fortement d'ouvrir en même temps les questions du test correspondant. Ça va vous permettre de répondre aux questions au fur et à mesure que vous allez visionner. Parmi ces questions, quel est le point faible du Parti libéral selon Duplessis? Quelle est la solution de Duplessis prône-t-il pour remporter l'élection? Pourquoi les chefs de l'ALN se méfient-ils de Duplessis? Ainsi de suite, j'ai 10 questions pour vous. Il faut saisir que les régimes politiques durent si longtemps, de 30 ans, 40 ans, que l'élection de 1936 est déterminante. C'est un des grands moments charnières de l'histoire politique du Québec. Comment, en somme, a-t-on mis fin à la suprématie du Parti libéral de 1? Puis de 2, ça va vous initier aux fameuses tensions politiques entre la lutte, le déchirement que les individus ont entre la poursuite d'un idéal et, évidemment, l'atteinte du pouvoir qui passe nécessairement par des moyens un peu plus, disons, inavouables, techniques, qui impliquent aussi la corruption, etc. Bref, un véritable cours de politique québécoise en concentré en 34 minutes. Pour cette raison, c'est un des documents les plus remarquables produits dans l'histoire du Québec. J'espère qu'il va vous plaire. On se retrouve après ce visionnement-là. Bye bye.